Il est presque incroyable qu'une chose aussi infime qu'une simple lettre de l'alphabet puisse revêtir une signification aussi profonde, toutefois, son impact dépend entièrement du contexte. Un soir, je me suis retrouvé assis à notre table de salle à manger, en train d'examiner méticuleusement les formulaires médicaux de ma fille Cathy. Cathy était sur le point de commencer la maternelle, et à ce titre, son pédiatre avait effectué un bilan complet. Ma femme avait ensuite laissé les formulaires scolaires sur la table pour que je les examine. En parcourant nonchalamment les documents, mon regard s'est posé sur la ligne qui allait finalement marquer la dissolution de mon mariage, la case désignée pour le groupe sanguin, qui indiquait A. Je me suis figé, suspendu dans le temps pendant ce qui m'a semblé une éternité ou peut-être 10 secondes, peut-être une minute, je ne pouvais pas le dire. Par la suite, je me suis dirigé vers le classeur et j'en ai extrait 2 feuilles de nos dossiers médicaux personnels. Les documents étaient exactement comme je me les rappelais. L'été précédent, ma femme et moi avions donné notre sang à la Croix-Rouge, et en retour, nous avions chacun reçu un formulaire indiquant nos groupes sanguins respectifs. C'était là, indiqué sans équivoque sur 2 feuilles de papier distinctes. Le mien était désigné EB, tandis que le sien était O. Cette révélation impliquait que Cathy ne pouvait en aucun cas être ma fille biologique, étant donné que ma femme était sa mère, et que j'avais assisté à l'accouchement de Marie. Par conséquent, une personne possédant le groupe sanguin A devait être son père. Les enfants étaient déjà plongés dans le sommeil. Marie était à l'étage, absorbée par la télévision. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et me suis retiré sur la véranda, perdu dans mes pensées. Comment décrirais-je mon mariage? Je dirais qu'il était satisfaisant, assez typique, englobant à la fois des aspects positifs et négatifs. La réponse, cependant, dépendrait du jour précis de la question. Pendant nos fiançailles et les premiers mois de notre mariage, Marie et moi étions consumés par un amour passionné. Nous faisions souvent l'amour, parfois avec abandon et dans des endroits insolites. Nous étions perpétuellement tactiles, nous tenant la main, marchant bras dessus bras dessous, et nous nous effleurions tendrement le cou ou le dos lorsque nous passions l'un près de l'autre. Inévitablement, avec le temps, l'intensité a diminué. N'est-ce pas la progression naturelle dans la plupart des mariages? Cependant, maintenant, confronté à une preuve irréfutable de son infidélité, le fondement même de ma perception de notre mariage vacillait au bord de l'effondrement. Je suis resté assis là, à réfléchir au changement graduel ou brusque qui s'était produit. Il semblait s'agir d'une confluence des deux. Pendant une période considérable, le déclin de notre intimité avait été graduel et presque imperceptible. Cependant, environ 6 ans auparavant, quelques mois seulement avant la conception de Cathy, il s'était ensuivi une série de mois particuliers pendant lesquels Marie, ma femme généralement ouverte et affectueuse, avait commencé à manifester un comportement étrange. Un soir, elle est rentrée du travail exceptionnellement tard, m'a offert seulement le plus fugace des baisers, s'est directement retirée sous la douche et a maintenu une distance manifeste avec moi pendant le reste de la soirée. Le lendemain matin a été le reflet du précédent froid et indifférent. Cependant, ce soir-là même, son attitude a subi une transformation complète. Elle est rentrée tôt à la maison, a préparé un dîner élaboré, a proposé de se coucher tôt et m'a fait l'amour avec une intensité qui frôlait l'épuisement. Elle m'a prodigué de longues caresses, un geste qu'elle utilisait rarement. Par la suite, nous avons fait l'amour à 2 reprises, alimentés par une passion et une ferveur que je présumais avoir perdues. Nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre, et Marie a exprimé la profondeur de son amour pour moi. Tout au long de cette semaine, nous avons vécu plusieurs autres moments d'intimité passionnée. Cependant, en peu de temps, une autre nuit froide est descendue. Elle est rentrée tard du travail, n'a pas dit bonjour et s'est immédiatement retirée sous la douche. Au cours des 2 mois qui ont suivi, je me suis senti de plus en plus éloigné de la femme que j'avais épousée. Parfois, Marie était passionnée et aimante. D'autres fois, Marie était froide et distante. Marie était alternativement attentive et préoccupée. Marie était patiente et compréhensive. Inversement, Marie était insupportable et prompte à la colère. À de nombreuses reprises, je lui ai demandé si quelque chose s'était passé, si un problème la troublait ou si elle rencontrait des difficultés au travail. Cependant, tout ce que j'ai reçu en réponse était « Je ne sais pas, Bill. Peut-être que je suis juste un peu nerveuse. Désolé. » Après environ 3 mois, la situation s'est finalement stabilisée en une routine, bien que moins agréable que les débuts de notre mariage. L'humeur changeante de Marie s'est estompée, mais elle est restée presque invariablement dépourvue de chaleur ou d'affection. Son intérêt pour l'intimité semblait s'être complètement dissipé.
Nous faisions l'amour au plus une fois par semaine, parfois une fois toutes les 2 semaines, et seulement lorsque j'exerçais une pression suffisante. La moindre tentative de rapprochement, comme la suggestion d'une nuit de plaisir partagé, se heurtait à un refus catégorique et acerbe. J'étais contraint d'énumérer explicitement le temps écoulé depuis notre dernière étreinte. Dans de telles circonstances, Marie consentait à mes désirs, mais d'une manière qui exprimait indubitablement qu'elle me rendait simplement un service. Tous les mariages suivent-ils une trajectoire aussi décourageante? Étant donné que c'était le seul mariage que j'avais véritablement vécu, je manquais de points de comparaison. Naturellement, je me suis interrogé sur les causes sous-jacentes, et mes pensées ont flirté avec la possibilité d'une liaison extra-conjugale. Cependant, peu de temps après, Marie tomba enceinte. L'excitation partagée autour de l'arrivée imminente de notre bébé, conjuguée à la joie d'accueillir notre merveilleuse Cathy, chassa efficacement la plupart de mes angoisses concernant notre mariage de ma conscience. Après la naissance de Cathy, Marie et moi étions perpétuellement épuisés. Par conséquent, son intérêt diminué pour l'intimité était plus facilement compréhensible, bien que pas entièrement satisfaisant. Lorsque Cathy atteignit l'âge de 3 ans, Marie tomba de nouveau enceinte. Brian naquit peu après le 4e anniversaire de Cathy. Ainsi, Bill et Marie, amants et époux, se métamorphosèrent en Bill et Marie, les parents de 2 enfants merveilleux, bien qu'épuisants. Nous adorions tous les 2 nos enfants, et bien que je reconnaisse aujourd'hui que j'étais profondément insatisfait de l'état de notre mariage et de l'absence quasi totale de notre vie intime, je n'en étais pas pleinement conscient à l'époque. Même si je l'avais été, je supposais simplement que tous les couples avec de jeunes enfants vivaient des expériences similaires. À présent, fort de la révélation choquante que ma fille n'était pas mon enfant biologique, les événements d'il y a 6 ans ne me paraissaient plus aussi énigmatiques. Marie avait dû entamer une liaison à cette époque. Cela expliquerait la froideur et la retraite soudaine sous la douche, l'intimité passionnée et l'affection chaleureuse qui suivirent pourraient être attribuées à la culpabilité ou, peut-être plus charitablement, à une détermination à maintenir l'apparence d'un bonheur conjugal tout en poursuivant simultanément cette liaison. Alors que j'étais assis dans le jardin, observant la descente de l'obscurité et l'illumination progressive des étoiles, mon choc initial laissa place à une colère naissante. Ma femme aimante m'avait non seulement trahi, mais m'avait aussi confié la garde de l'enfant d'un autre homme, et peut-être pas seulement un. Il était tout à fait possible que Brian ne soit pas non plus mon fils biologique. Si ma seule intention à ce moment précis avait été de punir Marie, j'aurais fait irruption dans la maison, lui aurais présenté les preuves du groupe sanguin, extorqué des aveux et sommairement expulsé l'épouse adultère et trompeuse de notre foyer. Cependant, la situation n'était pas si simple. J'adorais mes enfants, indépendamment de leur lignée biologique. Si nous divorcions, Marie obtiendrait presque certainement la garde exclusive. Dès que la réalisation qu'ils n'étaient pas les miens m'a frappé, j'ai été perdu dans mes pensées. Je me suis demandé, que désire-je vraiment? Les réponses furent étonnamment claires. Premièrement, je voulais déterminer l'étendue précise des transgressions de Marie. Était-ce simplement une brève incartade? Ignorait-elle que Cathy n'était pas mon enfant? Ou s'était-elle engagée sciemment dans une liaison clandestine pendant des années, me trompant tout le temps? Deuxièmement, je voulais élever mes enfants comme les miens, en veillant à ce qu'ils ne découvrent jamais que je n'étais pas leur père biologique. Une fois que j'avais identifié mes objectifs, élaborer une stratégie pour les atteindre me parut remarquablement simple. Je suis rentré dans la maison et j'ai récupéré des cotons-tiges. Entrant furtivement dans chacune des chambres des enfants, j'ai soigneusement frotté l'intérieur de leurs joues sans perturber leur sommeil et j'ai emballé chaque échantillon individuellement. J'ai étiqueté l'échantillon de Cathy 2 et celui de Brian 3. Par la suite, je suis descendu à la cuisine, j'ai frotté l'intérieur de ma propre joue et je l'ai étiqueté 1. J'avais un ami employé dans un laboratoire de chimie universitaire, et j'ai pris des dispositions pour qu'il effectue un test ADN pour moi. C'était la première étape, le début de la collecte d'informations. Des réceptions des premiers résultats, je saurais quelle serait ma prochaine ligne de conduite. Une semaine plus tard, mon ami me contacta. Il ignorait complètement l'identité des donneurs d'échantillons. Je l'ai informé que j'avais rencontré des personnes portant le même nom de famille et que nous essayions de déterminer si nous étions des parents éloignés. Et, Bill, dit-il, vos échantillons 2 et 3 sont définitivement apparentés, ils sont frères et sœurs. Cependant, votre échantillon 1 n'est lié à aucun d'eux. Donc, je conclurai que ces personnes ne sont pas vos cousins après tout. Je lui exprimai ma gratitude et mis fin à l'appel. Ainsi, Cathy et Brian étaient frères et sœurs. Ils partageaient les mêmes parents biologiques.
Marie avait donné naissance à 2 enfants engendrés par ce mystérieux individu. Mais en était-elle consciente? Manifestement, elle savait qu'elle entretenait une relation sexuelle avec cet homme. Mais savait-elle qu'il était le père de nos enfants? Il existait un moyen simple de vérifier la vérité. J'entrai dans la cuisine, où Marie était occupée à faire la vaisselle. « Chérie, je voudrais te demander quelque chose, commençai-je, sans me tourner vers elle. Elle me fit signe de continuer, alors je poursuivis. Un de mes collègues a un ami biologiste qui fait de la recherche sur l'ADN. Il a besoin d'échantillons de personnes apparentées. Je me suis proposé de prélever des écouvillons sur toi, sur moi et sur chacun des enfants. Je prélèverai les échantillons des enfants avant le coucher, puis nous prélèverons les nôtres plus tard. D'accord? J'observais Marie attentivement pendant que je racontais mon histoire. À mi-chemin de mon explication, elle se tendit visiblement et faillit laisser tomber la casserole qu'elle lavait. Cependant, elle reprit contenance et recommença à laver. Après la fin de mon récit, un moment de silence suivit, après quoi elle se tourna vers moi. Je ne suis pas sûr d'aimer cette idée, Bill. Comment pouvons-nous être sûrs des intentions du biologiste concernant les échantillons? Ou que nos informations resteront confidentielles? J'étais sur le point de proposer un contre-argument, mais elle m'interrompit, non, je n'aime tout simplement pas l'idée. Veuillez informer votre collègue que nous ne souhaitons pas participer. Très bien, ma chérie, répondis-je doucement. Pas de problème. De toute façon. Sa réaction me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon étape suivante fut d'acquérir autant d'informations que possible concernant son aventure ou ses liaisons au le qui, le où et le quand, et peut-être même le pourquoi. Cet aspect restait incertain. Cependant, il était tout à fait plausible que Marie ait caché quelque chose dans la maison qui me fournirait la clé pour résoudre le mystère. J'avais simplement besoin de temps pour effectuer une fouille approfondie. Le samedi suivant, nous devions nous rendre chez ses parents pour l'après-midi. Quelques minutes avant notre départ prévu, j'entrai dans la chambre, composai notre numéro de téléphone fixe depuis mon téléphone portable, puis décrochai le récepteur et feignis une conversation avec mon supérieur au travail. Après avoir terminé la mascarade, je m'approchai de Marie. « Chérie, je suis vraiment désolé. Il y a une crise au travail, et ils ont absolument besoin de ma présence aujourd'hui pendant au moins 4 heures. Sinon, l'entreprise pourrait faire face à de graves répercussions. » Mince, Bill. Mes parents sont vraiment impatients de voir les enfants. Je sais, dis-je d'un ton rassurant. Je suis vraiment désolé, dis-je. S'il te plaît, vas-y sans moi. Présente mes excuses à tout le monde. J'espère que vous et les enfants passerez un bon moment. Je préparerai un dîner solitaire, et nous nous retrouverons ce soir. Elle accepta les arrangements modifiés sans autre argument et partit rapidement avec les enfants dans la voiture. Maintenant, je disposais de plusieurs heures pour effectuer une exploration méthodique de la résidence. Je conclus qu'examiner les endroits habituels serait futile. Je fis le tour de la maison. Étant donné que Marie était peu susceptible de cacher quoi que ce soit en évidence, je contournai la cuisine, les bibliothèques du salon et les zones similaires. Je négligeais également ma partie de la chambre et de la salle de bain, mais j'examinais méticuleusement sa partie du placard et les tiroirs de la commode. La seule découverte qui piqua mon intérêt fut une paire de pièces de lingerie plutôt séduisantes que je ne l'avais jamais vue porter. Elles étaient rangées dans le coin arrière, sous ses vêtements de tous les jours, ce qui indiquait une intention claire de me les cacher. Il ne restait plus que les chambres des enfants et le grenier. Estimant que les chambres des enfants étaient des endroits moins probables, je montai au grenier. Là, je trouvai divers meubles anciens et oubliés depuis longtemps, quelques lampes et plusieurs cartons contenant des livres et des affaires datant de l'époque d'avant notre mariage. C'était une tâche écrasante de tout examiner en même temps, alors je m'arrêtai pour observer attentivement les environs. Initialement, j'observai que l'un des 3 cartons positionnés sur le côté semblait moins poussiéreux que les autres. Après une inspection plus approfondie, je discernai qu'ils avaient été déplacés et soulevés bien plus récemment que le reste du contenu du grenier, qui semblait intact depuis des années. Par conséquent, je concentrai mon attention sur ces 3 cartons et déterrai tout ce que je cherchais. Ils contenaient de vieilles possessions de Marie, principalement des lettres d'amis et de connaissances de ses années d'université. Je découvris également une collection de lettres et de souvenirs de moi, des cartes de vœux sentimentales, et autres. Au fond de l'un des cartons, délibérément placé pour être caché sous les vieux papiers, se trouvait une fine liasse de notes plus récentes et 2 cassettes vidéo. Je les sortis. Les cassettes étaient dépourvues d'étiquette.
Les notes étaient de Harry, et elles étaient concises mais indéniablement suggestives. J'ai descendu les notes et les cassettes vidéo pour les examiner de plus près. 20 minutes passées à éplucher la pile de notes ont révélé presque tout ce que j'avais besoin de savoir. Marie avait une liaison avec Harry, son supérieur, sur son lieu de travail. La relation avait commencé, semblait-il, environ 3 mois avant la conception de Cathy, précisément au moment où Marie se comportait de manière si étrange et erratique à la maison. Toutes les notes provenaient de Harry et étaient adressées à Marie, et elles étaient directes et impérieuses. Aucune affection n'était exprimée, seulement de la luxure. Dès le début, la relation apparaissait presque dictatoriale, soumise, Harry donnant les ordres. Certaines notes lui indiquaient comment s'habiller pour une occasion spécifique, venir au travail sans sous-vêtements un jour précis, ou porter une camisole révélatrice sous son chemisier sans soutien-gorge. Dans d'autres, il décrivait la manière non conventionnelle dont il avait l'intention d'avoir des relations sexuelles avec elle la prochaine fois qu'il resterait tard au bureau, où il lui ordonnait de se présenter dans son bureau le lendemain matin à 10 heures, de se déshabiller complètement et de le satisfaire. Quelques notes la félicitaient pour la naissance de leurs enfants et me qualifiaient avec mépris d'idiot malchanceux qui, sans le savoir, les élevaient pour lui. Il était évident qu'il n'avait aucune intention de reconnaître sa progéniture. Je savais qu'il était heureusement marié à une femme douce nommée Caroline, et qu'ils avaient 3 enfants. De toute évidence, Caroline ignorait sa liaison, tout comme moi. Ma mâchoire s'est crispée en parcourant les notes. Il était manifeste que Harry exerçait une domination sur Marie, mais elle y consentait de son plein gré. Il n'y avait aucune indication de coercition ou d'extorsion. Elle semblait prendre plaisir à assumer le rôle de l'adultère pour lui et à se conformer à ses directives. Il était également flagrant qu'ils connaissaient tous les deux la véritable paternité des 2 enfants de Marie. Et il semblait qu'ils tiraient tous deux du plaisir de la connaissance secrète qu'ils avaient sur moi. Je ne pouvais tirer aucune autre information sur Marie de ces notes, mais il ne faisait désormais aucun doute qu'elle me trompait depuis plus de 6 ans, portant sciemment les enfants d'un autre homme tout en feignant d'être ma femme dévouée. Une note stipulait explicitement que Harry avait ordonné à Marie de s'abstenir de relations sexuelles avec moi. Elle ne s'y était pas entièrement conformée, et il en était furieux. Il écrivait: « J'ai consenti à vous permettre de copuler avec votre mari pathétique une fois par semaine afin de ne pas éveiller ses soupçons. Cependant, la semaine dernière, vous avez semblé vous y adonner 2 fois. Par conséquent, je vous impose une pénalité. Vous ne pourrez plus le faire pendant 15 jours. Pendant cette période, vous devrez me faire plaisir tous les 2 jours. Et vous ne recevrez aucune gratification de ma part pendant cet intervalle, espèce d'adultère. Si vous ne vous conformez pas à mes instructions, vous perdrez définitivement l'accès à moi. » J'étais enragé depuis des jours, mais ces notes m'ont fait franchir un seuil. Mes plans de vengeance contre Marie devaient nécessairement inclure Harry. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai transporté les cassettes au magnétoscope et j'ai commencé à les regarder. Les 2 cassettes montraient Harry et Marie en train d'avoir des rapports sexuels. La plus ancienne, à en juger par la coiffure de Marie, avait été filmée dans une pièce que je ne reconnaissais pas, peut-être au domicile de Harry. La plus récente avait été enregistrée dans ma propre chambre. Je me demandais quand Marie avait réussi à faire ça, et il m'est venu à l'esprit que, au cours de l'année précédente, j'avais effectué plusieurs voyages d'affaires, et qu'elle avait peut-être confié les enfants à ses parents pendant ces intervalles. Le ton général des enregistrements corroborait la domination sexuelle de Harry sur Marie et sa volonté manifeste de se soumettre. L'éclairage n'était pas particulièrement fort, bien que les 2 soient clairement visibles. Cependant, la qualité audio était étonnamment louable. Je pouvais discerner chaque parole, chaque gémissement. Sur la première cassette, dès le début de leur liaison, j'ai entendu Harry lui donner des ordres, il la forçait à jouer pour lui, et elle acquiesçait avec un sourire. Puis il la poussait à exécuter des actions exactement comme il le désirait, brutalement, sans tendresse ni affection, tout en s'adressant à elle d'un ton dégradant et en employant des épithètes injurieuses. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que Marie semblait accepter, voire se délecter, de ce traitement. Son empressement était indéniable, ses réactions intenses, comme si elle était emportée dans le rôle qu'il lui imposait. Il était évident qu'elle était perdue dans l'instant bien avant qu'il n'ait terminé. Pendant qu'il se remettait, il lui a donné plusieurs directives. Maintenant qu'elle était enceinte, cela devait être Cathy, elle devait rompre tout contact intime avec moi. Elle a protesté, affirmant qu'elle avait besoin d'intimité occasionnelle avec moi, de peur que je ne me méfie. Il a accepté à contre-cœur qu'elle puisse me permettre d'être avec elle une fois par semaine. Marie a promis de se conformer à ses instructions. Après qu'ils se furent reposés,
il lui ordonna de continuer à le satisfaire, puis la guida sur le lit et la domina de manière brutale et physique. Il ne fit preuve d'aucune douceur. Il la sonda et la manipula pour forcer son consentement, employant tous les moyens qu'il jugeait bons. J'observai l'expression de douleur sur son visage alors qu'il insistait, mais il ne la remarqua pas et persista avec des mouvements vigoureux et forcés. Après un certain temps, elle sembla s'affaisser. La douleur immédiate diminua et fut remplacée par l'intense réaction conflictuelle dont j'avais déjà été témoin sur la cassette. La deuxième cassette contenait en grande partie les mêmes rencontres, mais avec plusieurs échanges révélateurs. Ils étaient allongés sur le lit. Après une autre session ensemble, Marie demanda à Harry pourquoi il ne s'opposait pas à ce que j'élève ses enfants, et il rétorqua froidement que j'étais un type assez bien, qui aimait les enfants. Harry avait 3 enfants à lui et ne voulait aucune complication. Il ajouta que sinon, il lui aurait simplement ordonné de m'abandonner. À quoi servais-je, à part changer les couches? Marie protesta, affirmant que j'étais gentil et sincère. Je l'aimais et subvenais aux besoins de la famille. Harry ricana, disant que c'était précisément pour cela qu'elle m'avait permis de l'exploiter au fil des années. Elle esquissa un faible sourire et effleura son bras, et il répondit par un ordre méprisant et dégradant qui la réduisait à un rôle qu'il contrôlait. La cassette capturait la cruauté de son ton et la manière dont Marie se soumettait à ses exigences. Après avoir terminé les 2 cassettes, je m'assis pour réfléchir. Quels imbéciles audacieux ils étaient tous les deux. Non seulement pour avoir créé les enregistrements, mais aussi pour avoir été assez stupides pour les laisser là où je pouvais les découvrir. Ma vengeance serait absolue, et elle s'adresserait à tous les deux. J'utilisais un scanner pour numériser chaque note sur mon disque dur. Puis, utilisant un logiciel sophistiqué que j'avais emprunté au travail pour un projet l'été dernier, je convertis chaque cassette vidéo en un fichier numérique sur mon disque dur, afin de pouvoir les revoir plus tard pour le montage. Une fois que j'eus terminé, je plaçai les notes et les cassettes dans le coffre de ma voiture et les cachai sous la roue de secours. Enfin, je rangeai le grenier, en arrangeant tout soigneusement pour que Marie ne soupçonne pas que j'y étais allé. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai systématiquement conçu et exécuté mes plans. Il était bien plus simple que je ne l'avais imaginé d'être complètement hypocrite avec Marie, agissant comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Si elle me trompait depuis 6 ans, pourquoi serait-il difficile pour moi de la tromper en retour? Alors j'ai agi avec affection et amour, j'ai pris soin des enfants, j'ai été tendre avec Marie comme avant, et j'ai même sollicité l'intimité avec elle à quelques reprises. Cependant, j'ai procédé avec prudence, lui permettant facilement de refuser. En vérité, je n'avais plus aucun désir de la toucher à nouveau. Un jour important approchait dans la vie de Marie. Elle avait été élue nouvelle présidente de la Key Society, une importante fondation caritative de notre ville, et elle prendrait officiellement ses fonctions lors d'un déjeuner où elle prononcerait un discours décrivant les plans de la fondation pour l'année à venir. Marie siégeait au conseil d'administration de la Key Society depuis 3 ans, et sa nomination à la présidence était un grand honneur. Elle était appréhensive au sujet de sa présentation et me demanda de l'aider à préparer une partie du PowerPoint qu'elle prévoyait d'utiliser. C'était mon occasion en or. Pendant environ une semaine, j'ai collaboré avec elle tous les soirs, lui permettant de me montrer ses diapositives et autres documents et l'aidant à les organiser en une présentation harmonieuse. Au cours du mois précédant sa soirée mémorable, elle a répété sa présentation à de nombreuses reprises, et chaque séance d'entraînement s'est déroulée sans accroc. Simultanément, j'ai méticuleusement créé une présentation PowerPoint entièrement distincte, prête à remplacer la sienne. La veille du banquet, j'ai subrepticement supprimé le fichier original de Marie, le remplaçant par mon propre substitut soigneusement construit. De plus, j'ai mis en place un mécanisme de verrouillage, garantissant qu'une fois la présentation commencée, elle ne pourrait pas mettre fin à son exécution. Mon seul besoin restant était de m'assurer que Marie avait invité Harry et sa femme à assister au dîner. Je me suis renseigné avec désinvolture, et elle a confirmé qu'il serait bien présent lors de cette soirée importante. J'éprouvais un niveau d'excitation équivalent à celui de Marie, bien que pour des motivations radicalement différentes. Nous sommes arrivés avec largement le temps de nous préparer. Marie, resplendissante dans une élégante robe de soirée noire, présentait une silhouette saisissante. Je l'ai aidée à configurer l'ordinateur portable et j'ai effectué plusieurs tests préliminaires pour garantir une lecture fluide. Nous avons collectivement savouré un délicieux dîner et diverses remarques préliminaires. Par la suite, le président sortant a chaleureusement présenté Marie, qui est montée à la tribune, projetant une aura à la fois de timidité et de fierté. Tandis que l'auditoire offrait ses applaudissements,
Elle entama son discours et lança le fichier PowerPoint. Initialement, celui-ci fonctionna exactement comme elle l'avait prévu, affichant des photographies des actions caritatives cruciales de la société, suivies de diagrammes circulaires illustrant les revenus et les dépenses. Puis, précisément comme je l'avais orchestré, la présentation thématique subit une transformation abrupte. S'ensuivit alors une séquence d'images fixes, des captures d'écran méticuleusement extraites des 2 enregistrements clandestins, dépeignant le couple dans diverses situations compromettantes. Si certaines images présentaient un certain degré d'obscurité, l'impression collective véhiculée par les 10 ou 12 diapositives établissait sans équivoque l'identité des individus, Marie et Harry. Pendant plusieurs minutes, Marie poursuivit son allocution concernant les affaires essentielles de la société. Par la suite, percevant le soudain murmure qui se répandait dans l'assistance, elle se tourna et dirigea son regard vers l'écran positionné derrière elle. Elle laissa échapper un halètement et, d'un geste brusque de la main, renversa le verre d'eau posé sur le pupitre. Un instant, elle resta figée, plongée dans un choc total. Puis, une vive rougeur cramoisie envahit rapidement son visage et son cou tandis qu'elle manipulait frénétiquement les touches de l'ordinateur portable, tentant désespérément d'arrêter la progression du fichier. À ce moment précis, les images fixes avaient fait place à de courts extraits vidéo. 2 ou 3 clips supplémentaires montraient Marie et Harry dans des situations indéniablement compromettantes, mais à ce moment-là, la situation était déjà devenue on ne peut plus claire. Finalement, l'écran sombra dans l'obscurité. La salle éclata en une cacophonie de sons. Des rires et des huées méprisantes résonnèrent depuis chaque table. Marie resta debout, complètement incrédule, momentanément trop abasourdie même pour ressentir de l'embarras. À la table voisine, Caroline, la femme de Harry, saisit un vase de fleurs, le brisa violemment sur la tête de Harry, et quitta immédiatement la pièce. Au milieu des rires omniprésents et des cris véhémentes, les individus quittèrent progressivement la salle de banquet, jetant des regards en arrière à Marie, gesticulant entre eux tout en racontant le spectacle choquant. Bientôt, avec une rapidité surprenante, Marie et moi nous retrouvâmes isolés. Elle se tenait sur le podium, vaincue et désolée. Je restais assis à une table à 3 mètres de distance, souriant largement tout en dirigeant mon regard vers elle. Finalement, elle leva les yeux et rencontra les miens avec une expression de profonde tristesse. « Bill, comment as-tu pu me faire ça? Je croyais que tu avais de l'affection pour moi. » Compte tenu des circonstances, sa question me parut absurde. J'éclatai d'un rire incontrôlable et, toujours pris de gaieté, je franchis la porte. Jeg har stemt, er du stolt? Ja. Tak, Eko. Ind på Udopstand Discord, der er en besked om, hvordan man stemmer, og hvordan man skal stemme, og hvad man skal stemme på, og hvad man skal gøre, og så videre. Der er lige nu 1 time og 20 minutter tilbage af afstemningen, inden vi trækker vinderen af 500 bobs. Jamen, jeg er tiltet lige nu, Lea. Det må jeg gerne være. Jeg nægter simpelthen, altså jeg kommer ikke til at skrive alle de der tal. Og fuck, Disney bliver jo heller ikke seedet. Er du helt væk, eller hvad, fra jer? Hej Mathias, mate, velkommen til. Tak for sidst, i øvrigt. Det kan vi lige at se et dejligt interview. Ja, jeg er helt væk. Hvad er dit problem? Første, der skriver, at seed bliver seedet. Skabs, fuck nu af, mand. Ja, ved du hvad, men ja, in honor of you, Skabs. Så bliver seedet Pirates 3. Hej min y selv. Vi må ud i denne uge også. Ja. Det tænker jeg, vi skal, Mathias. Det var fandme hygge. Har du noget i tankerne, eller hvad? Du undskylder, du så kom forbi til et stykke pizza. Har pizza i ovnen endnu? Der er sgu lidt langt til Odense for et stykke pizza, men altså... Pirates bare lige nu. Nej. I don't gamble unless I get 200k a month. Så skal jeg nok lukke jer alle sammen i for derovre, det mener jeg sgu. A month. Yes, mand, altså... Så får du ikke få en besked i e-boks, jeg så godt lide. Det er sygt nok.
paddlebajer med. Jeg er fandme klar. Det er du fandme... Wow, jeg er klar. Det er sgu en klasse idé. Hvornår skal vi gøre det? Jeg er lidt ked af, at Pirates 3 er lort at sige det. At jeg venner med dig på Snap. Nej, legit en, der hedder M. Purge, har addet mig på Snap. Ja. Endte du med at klare One Heart? Ja, god. Jeg tror, det er 3 måneder siden, vi klarede One Heart. Nu er vi lige i gang med at gennemføre... sorry. Hvorfor er der ikke nogen af jer, der har sagt, at jeg har skrevet 2 ud af 3? Vi er lige i gang med at gennemføre Hardcore Minecraft 3 gange i træk uden at dø. Det er en ny Infinite Content glitch. Så kan du lige køle lidt ned, mener du? I forhold til hvad? Nej, stop. Hold kæft, Liga. Elsker du ændre det til 2 ting, bare du prøver at snyde? Ja, men jeg tænker, jeg må hellere være en honest man. Jeg har også addet dig, Emilie. Det tænker jeg også er fair nok, når hun streamsniper dig i virkeligheden. Okay, sygt nok her, by the way. Skær der, mand. Streamer i alle off-stream. Ja. Hvad fanden skulle jeg ellers... Hvad vil du kalde det? Hvis du random af, jeg skal gå ned og finder ham i byen. Og front ham, eller hvad? Okay, jeg tager lige 3 dirt her. Stalking, led dig ikke efter ham. Nej, men du fandt ham jo. Så hvad du mener? Oh shit.